Et il est 17, donc on va pouvoir lancer cette première conférence, cette introduction de notre journée de la transition énergétique sur le thème de simplifier ce qui est compliqué. Alors pour cette introduction, je suis très fier d'accueillir aujourd'hui Madeleine Corlouet, qui est, on va dire ça comme ça, la Madame Décret Bax, comme Marc Leroy a été au lancement du décret tertiaire, notre Monsieur Décret tertiaire. Eh bien, Madeleine sera notre Madame Descrébax et du coup sera probablement à même de répondre à beaucoup de vos questions. Et j'aurai l'honneur et la joie de pouvoir lui poser les 5 premières questions et après je vous la laisserai tout en entier si vous souhaitez lui poser d'autres questions. Vous avez un onglet Q et R en bas pour pouvoir poser toutes vos questions. N'hésitez pas à vous en servir. Et puis si vous souhaitez échanger entre vous, vous avez ce petit onglet chat qui est à votre disposition. Alors, une petite première question qui n'en est pas tellement une. Madeleine, je te propose de te présenter. Oui, alors merci Vianney. Je m'appelle Madeleine Corlouer, du coup, je travaille à la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages au bureau de la qualité de la construction et je m'occupe des réglementations qui touchent à la performance énergétique des bâtiments. C'est pourquoi je suis en charge notamment du décret Bax. Merci beaucoup. Alors, l'idée aujourd'hui des quelques questions que je vais te poser, ça va être de simplifier ce qui est compliqué, hein, c'est le thème de la journée, pendant laquelle vous avez plusieurs conférences qui vous sont proposées. Alors, la première question, c'est un peu une tradition quand on est une entreprise, aussi quand on est une collectivité ou une institution. Quand on voit apparaître une nouvelle réglementation, la première question qu'on se pose, c'est, OK, c'est obligatoire. Mais qu'est-ce qui se passe si on ne le fait pas? Est-ce qu'il y a des sanctions derrière cette réglementation? C'est une bonne question. Alors pour commencer, j'aimerais peut-être revenir déjà sur ce qui est demandé par le décret Bax et sur son contenu. Alors déjà, un BAX, il faut savoir que ça désigne un système d'automatisation et de contrôle des bâtiments. Et son rôle, c'est de permettre donc à la fois de suivre les consommations d'énergie et de piloter les installations techniques. Donc c'est vraiment deux points qui sont cruciaux dans ce décret-là pour au final pouvoir contribuer à un gain rapide d'économie d'énergie à un coût qui soit relativement raisonnable, par exemple en comparaison avec la réalisation d'une isolation par l'intérieur qui prend beaucoup plus de temps et dont le budget global est beaucoup plus élevé. Le BAX, lui, concrètement, il comprend les appareils de mesure qui sont sur le terrain, qui transmettent les données à la fonction de régulation automatique du BAX. Une fois qu'elles sont transmises, elles sont ensuite analysées et retransmises aux actionnaires et aux commandes qui sont sur le terrain. C'est très très important de bien paramétrer les consignes du BAX pour qu'ils permettent à la fois de faire les économies d'énergie escomptées en fonction de l'utilisation du bâtiment et aussi d'assurer le confort et la santé des occupants en optimisant bon, les consommations. Euh, et ça passe par la connexion au BAX des principaux systèmes techniques à l'intérieur du bâtiment, donc à savoir le système de chauffage, de climatisation, mais aussi le système de ventilation, la production d'eau chaude, l'éclairage et aussi la production d'électricité sur site s'il y en a. Bon, sous réserve d'une analyse d'un calcul de taux, de temps de retour sur investissement qui soit favorable. C'est depuis le 1er janvier que les bâtiments existants sont assujettis maintenant au décret Bax. Donc, à savoir les bâtiments qui ont un système de chauffage ou un système de climatisation dont la puissance nominale dépasse les 290 kW. En 2027, le seuil sera abaissé à 70 kW, mais on n'en est pas encore là. C'est très important de faire le calcul de puissance d'une part sur le système de chauffage et d'autre part sur le système de climatisation en comparant à chaque fois les deux résultats, donc au seuil d'assujettissement. Alors du coup, pour revenir à ta question, le décret Bax, en fait, il s'inscrit plus largement dans les objectifs du décret tertiaire qui, lui, prône à la fois la sobriété énergétique, qui peut être garantie avec l'installation d'un BAX qui soit efficace et bien paramétré,
et à l'efficacité énergétique. Non, pardon, à la performance énergétique via des travaux de rénovation. Donc c'est vraiment ces deux points ensemble qui vont permettre au bâtiment de garantir l'atteinte des objectifs qui ont été fixés pour 2030. Donc dire que il n'y a pas de sanctions sur le décret Bax, c'est pas totalement vrai, c'est pas totalement faux. Mais si les objectifs du décret Bax ne sont pas remplis, on peut aussi s'attendre à ce que les objectifs du décret tertiaire ne soient eux-mêmes pas atteints. Et dans ce cas-là, si jamais en 2030, les objectifs ne sont pas atteints, donc les propriétaires de bâtiments s'exposent à la fois à une amende financière. D'autre part, il y aura une obligation d'ici normalement à juillet prochain d'afficher sa notation éco-énergie tertiaire. Et on prépare, côté administration aussi, une plateforme pour 2030 qui recensera globalement tous les bâtiments qui n'ont pas atteint leurs objectifs donc en 2030. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. Ça répond même très largement à ma question. Tu as même donné beaucoup de précisions très intéressantes. J'ai envie de la résumer. Donc, l'obligation du décret Bax, c'est de mettre en place d'un côté un système de management de l'énergie pour suivre, et de l'autre côté un système de pilotage, par exemple une GTB, mais pas forcément une GTB, ça pourrait être des systèmes d'horloge, etc. Cette obligation du décret bac, c'est une obligation de moyens qui vient compléter l'obligation de résultat du décret tertiaire. Et les sanctions, du coup, du décret bac sont celles du décret tertiaire, puisqu'on ne peut pas répondre au décret tertiaire si on n'a pas répondu au décret bac. Tout à fait. Ok, super. Merci beaucoup pour cette première réponse. Ok, on va le faire. On se met en rail, sur les rails. Mais dans ces cas-là, il va falloir nous aider, Madeleine. Euh, Par quel bout est-ce qu'on doit prendre ce sujet? Par quoi on commence? Comment est-ce que le ministère peut nous accompagner dans ce projet qui est quand même assez compliqué au final? Mm. Bah, je suis d'accord avec toi, c'est un sujet qui est assez technique. Il y a pas mal de choses qui sont demandées et pour essayer de clarifier un peu tout ça, on a publié un guide BAX donc sur le site RTRE du ministère qui reprend un petit peu les points les plus importants du décret, à savoir donc la définition d'un BAX, comment ça fonctionne et quelles sont ses fonctions, parce qu'on a défini plusieurs fonctions qui doivent être installées. Et aussi les questions qui sont liées à l'assujettissement, donc qui est assujetti, qui ne l'est pas. Et ensuite, on a tout un volet pour aider aussi parce que on a mis en place des C2E et des aides financières, donc pour pouvoir s'y retrouver un petit peu là-dedans. Donc ce guide-là, il est disponible sur la page décret Bax du site RTRE. Nous, à la DHUP, on travaille aussi à la publication d'une foire aux questions. Parce que même après la publication du guide, on a reçu pas mal de questions et donc on essaie de les centraliser, de retenir les questions les plus récurrentes et ensuite de pouvoir les publier. Et après, vous pouvez aussi donc solliciter des bureaux d'études bon, tels que Citron, mais Les il y en meilleurs. a, il y en a d'autres, hein. Solliciter des bureaux d'études qui ont fait donc l'installation de Bax et le suivi leur métier. Et il y a toujours la possibilité de poser des questions à la fois à l'administration ou au service déconcentré. Donc pour ça, vous pouvez aller sur, encore une fois, le site RTRE. Vous avez un formulaire de contact dans lequel vous pouvez saisir donc, l'objet de votre demande et elle sera ensuite redistribuée aux personnes et aux services concernés. Très bien. Merci beaucoup pour tous ces éléments. Euh, et jusqu'à maintenant, ça fonctionne ce décret Bax? Les gens le mettent en place? Quels sont les premiers retours que vous auriez pu avoir au ministère? Bah, on n'a pas vraiment d'indicateur en fait pour suivre l'installation, en tout cas au ministère, pour suivre l'installation des BAX. Si vous êtes assujetti d'ailleurs au décret tertiaire, vous avez la possibilité de déclarer sur cette plateforme l'installation ou non d'un BAX dans votre bâtiment, mais ça reste non obligatoire. Par contre, le Gimélec a fait des travaux donc, sur le déploiement des BAX. Je crois que leur étude, ça s'appelle l'Observatoire des BAX. Je n'ai plus le nom exact en tête. Mais selon laquelle on a quand même
un déploiement à 15%, à 15% de BACS sur enfin, sur le parc tertiaire. C'est des chiffres qui datent de l'année dernière, donc avant l'entrée en vigueur du premier jalon du décret. Et il montre aussi que donc ce sont les bureaux, les commerces et l'enseignement donc qui représentent 2 tiers des BACS dans la France entière. Euh, Ils font aussi une étude, donc une petite analyse qui porte sur la surface des bâtiments. Donc on a 80% quand même d'équipements de BACS dans les plus grands bâtiments. Ce Ah, qui... je t'arrête, excuse-moi, Madeline. Ça veut dire que les personnes assujetties jusqu'à maintenant, donc les grands bâtiments, Mhm. ont répondu à cette réglementation à 80%. Donc on est à peu près sur le même taux de réponse que sur le décret tertiaire. Oui, voilà, c'est tout à fait ça. Donc on a vraiment, enfin, d'après les résultats du Gimélec, en tout cas, on a 80% de taux d'équipement en Ouais, 2024. d'accord. Euh, je pense que c'est un effort qui peut être poursuivi donc dans les années futures sur les bâtiments de plus petite surface, puisqu'on aura le jalon 2027 qui va rentrer petit à petit en vigueur. Mais en tout cas, ça reste enfin, ça reste des chiffres qui sont acceptables. Ouais. Produit par le Gimélec, tu disais le Gimélec, c'est le groupement des entreprises de la filière électro-numérique en Oui, France, donc c'est qui ça. fédère les entreprises qui proposent souvent des BACS. Si on C'est peut dire ça. ça. Ils ont fait leur métier et on travaille très souvent avec eux pour suivre un petit peu tout ce qui se passe. D'accord. Donc le décret BACS est pris en main pour les premiers assujettis, on va me dire à pleine main, et donc on s'attend à ce que le reste des entreprises assujetties, donc la deuxième tranche, qui sont les entreprises, alors c'est qu'à moitié vrai de dire ça, mais qui font plus de 1000 mètres carrés. La réalité, c'est plus de 70 kilowatts de puissance nominale, mais c'est toujours un peu difficile de se projeter sur ce que ça veut dire. Pour un bâtiment de bureau, c'est à peu près 1000 mètres carrés quand on a une 70 kilowatts de puissance installée. Donc, ces entreprises-là, on peut s'attendre à ce qu'elles mettent autant la main à la pâte et qu'elles se mettent aussi en conformité. Bah, c'est bien, je suis fier de la communauté qui nous suit si elle se met autant en règle sur ces nouvelles réglementations. Alors, il y a quand même des questions qu'on nous pose régulièrement. On a quand même le sentiment aujourd'hui que nos dirigeants, que l'État, peut-être pas le ministère, je ne sais pas, mais que, ils ont quand même beaucoup de sujets à traiter. On parle de guerre économique, on parle de guerre tout court. On est quand même dans un environnement géopolitique où on parle beaucoup plus du budget, des retraites et de la défense que de l'environnement et de l'énergie. Euh, Peut-être que ça va s'arrêter cette réglementation au final. Est-ce qu'il faut attendre un petit peu ou est-ce qu'il faut s'y mettre tout de suite? Alors, c'est pas parce qu'on n'en parle pas que ça n'existe pas. Aujourd'hui, le décret BACS, il est inscrit dans la loi. Donc, dans le Code de la construction et de l'habitation, vous avez un article de loi qui dit qu'on doit installer des systèmes d'automatisation et de contrôle. Et ensuite, en découlent toutes les obligations qui sont dans le décret. Au-delà de ça, ce n'est pas qu'une particularité française d'installer des BACS, c'est issu d'une directive européenne. Donc tous les États membres de l'Union européenne sont assujettis à ces mêmes obligations. Plus particulièrement, c'est la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments. Et dans sa version de 2018, on avait déjà enfin, il était déjà inscrit les obligations liées à l'installation de bacs dans les bâtiments non résidentiels. Cette directive-là, elle a été révisée l'année dernière. Donc, elle a été publiée au journal officiel de l'Union européenne en mai 2024. Et elle reprend encore une fois les exigences qui étaient présentes dans la version de 2018. Donc c'est vraiment quelque chose qui continue dans le temps et sur laquelle la Commission vraiment insiste. Donc à ce stade, enfin, de mon point de vue, il n'y a vraiment aucune possibilité que ces objectifs-là et ces obligations soient du jour au lendemain supprimé, à moins qu'on ne décide de ne plus respecter le droit européen qui s'impose au droit français. Et puis là, c'est même déjà voté. On avait, lors des précédentes éditions des Journées de la transition énergétique,
En introduction, le député Raphaël Schellenberger, il y a 2 ans, je crois, présidé ou animé en tout cas la commission de l'Assemblée nationale, la commission parlementaire sur la perte de la souveraineté énergétique française, notamment avec tout ce qui s'est passé autour du nucléaire. Et lui, son avis était assez tranché. Il nous disait, mais vous rigolez, une fois qu'une loi est passée, la loi est appliquée et faite par les services, par l'administration. Et eux, je le dis devant Madeleine, hein, ils rigolent plus. Ils la font appliquer la loi. Donc au final, justement, comme on n'en parle plus et que les politiques ne s'y intéressent moins aujourd'hui, parce qu'il y a d'autres sujets aussi auxquels il faut qu'ils portent une attention particulière, et ben ça laisse les mains libres à l'administration pour pouvoir après derrière dérouler et exécuter la mise en application de cette réglementation. Tout à fait. Mais c'est des bonnes nouvelles, tout ça. Si on résume là, on sait ce que c'est que le décret Bax, on sait qu'il est appliqué, on sait qu'il y a quelques sanctions qui sont liées au décret tertiaire. On apprend plein de choses ce matin. Et alors, une dernière question avant de passer aux questions de nos auditeurs. 2025, du coup, ça va être une année assez charnière pour toutes ces réglementations. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit récap de tout ce qu'il faut faire en 2025? Parce qu'entre le décret tertiaire, le décret BAC, les audits réglementaires, etc., etc., j'avoue que c'est difficile de dire aux gens, enfin, d'aider les gens à tout faire en même temps. Alors, c'est vrai qu'on a pas mal de choses en 2025. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le premier jalon du décret Bax pour les bâtiments existants. Enfin, c'était au 1er janvier en tout cas. On a une partie sur le renouvellement de l'audit réglementaire avec des nouvelles règles, mais enfin, le contenu de l'audit grande entreprise en lui-même, il ne va pas changer. Il est toujours défini par les mêmes normes. Cependant, lorsque vous voulez faire réaliser un audit, il fallait une qualification à l'entreprise et progressivement, on va passer à une certification. Donc, c'est l'application de normes différentes sur l'entreprise. On va y passer progressivement hein, jusqu'à mai 2026, donc ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Et on a aussi les conditions d'assujettissement des entreprises qui vont être modifiées suite à la transposition de la directive sur l'efficacité énergétique. Donc on a deux directives européennes, celle sur la performance et celle sur l'efficacité. Donc, on passe d'un nombre de salariés et d'un chiffre d'affaires à une consommation énergétique à l'année. Donc ça, c'est un changement majeur. Et ce sujet-là, il est suivi plutôt par la DGEC, donc la Direction générale sur l'énergie et le climat, que nous à la DHUP. Quelle On a consommation il aussi, faut atteindre? On le sait déjà? c'est dans la directive, en C'est tout dans la cas. directive. Je me référerai à la directive alors. Ok, merci. On a aussi la mise en place donc, du dossier technique de modulation qui est prévu par le décret tertiaire cette fois-ci. Pour la modulation pour disproportion économique, il y a un délai de 5 ans au maximum après la première échéance de remontée des consommations. Donc ça va vite arriver pour ceux qui ont déclaré dans les années 2000, entre 2021, 2022, 2023. C'est en cours de conception sur la plateforme Opérate. Donc là, on travaille en parallèle sur des supports de communication et sur des décryptages sur le sujet, mais ce n'est pas encore efficient sur la plateforme Opérate. Et je pense que sur le tertiaire, j'ai à peu près fait le tour. Ouais, alors ok, donc si je résume pour essayer de... Trois choses à faire cette année. Son dossier technique de modulation, il faut Mm, commencer à s'y pencher puisqu'on a 1 an pour le faire et que bon, globalement, il faut bien ça pour pouvoir commencer à le prévoir et le mettre en œuvre. Donc, renouveler son audit énergétique réglementaire, c'est dès cette année les nouveaux critères? je pense que les nouveaux critères entreront en vigueur plutôt en 2026, mais Donc, dernière année pour le faire sur les anciens critères. ouais, mais il va falloir, enfin, faudrait que je vérifie cette information. D'accord. Et on reviendra, on fera un article dédié sur le sujet. Et dernier point, c'est que donc on vient de passer la première tranche des assujettis au décret Bax, et donc la deuxième tranche a 1 an et demi à peu près pour Ouais. pouvoir mettre en place un Bax. Et donc là, il va falloir commencer à s'y intéresser dès maintenant parce que ça nécessite de faire des études en amont, ça nécessite d'acheter du matériel, de le déployer, de le connecter, de le paramétrer, etc. Enfin, c'est un projet qui prend au moins 1 an. Mm, Donc, il mm. faut commencer à s'y intéresser
dès maintenant pour pouvoir être à l'heure Tout à en fait. année 2026. Très bien, et ben on va pouvoir commencer à répondre aux questions. Alors juste avant de commencer à répondre aux questions, je prends une petite minute parce que comme c'était, enfin, on est là sur l'introduction des journées de la transition énergétique. Je vais juste en profiter pour vous donner le programme. Alors, à 11h15, suite à cette introduction faite avec Madeleine, on vous propose un webinar animé par Citron, Smart and Connective et Rexel pour présenter un partenariat sur de la GTB Lite Smart and Connective comme solution simple et performante pour piloter les bâtiments petits et moyens tertiaires. Donc, l'idée, c'est d'apporter entre Citron, qui est un éditeur de logiciels, et un bureau d'études, Smart and Connective, qui est une solution hardware qui va permettre, on va appeler ça une GTB Lite, et Rexel, qui est un distributeur qui apporte aussi beaucoup de services, d'apporter de manière packagée une solution tout en main, notamment pour répondre au décret BAX. Ensuite, à 11 heures, ah bah c'est moi encore, à 11 heures, on vous présentera la méthodologie officielle du dossier de technique de modulation. Donc, on fera ça en partenariat entre Citron, mais aussi avec Gaëtan Collin, qui est à la fois AFNOR et Greenbirdie. Et c'est lui qui a en fait rédigé la norme qui présente le dossier technique de modulation. À 11h45 ensuite, on aura un webinaire animé par Smart Impulse qui va vous présenter comment simplifier vos plans de comptage. Le décret BAX, on l'a dit, il y a une notion de pilotage, mais il y a aussi une notion de suivi et l'efficacité au sens large. Bah, pour pouvoir réduire ses consommations énergétiques et accélérer la transition énergétique, il faut réduire ses consommations énergétiques et pour pouvoir faire ça, il faut les suivre. Et la solution Smart Impulse est particulièrement maligne pour pouvoir y arriver. Ensuite, vous allez avoir à 13h15 la société Ezox qui va vous venir vous parler de GTB prédictive, apprendre, prédire, optimiser ses consommations énergétiques, vous parler de la puissance de l'intelligence énergétique. 14h15, vous avez Caillou Vert Conseil et Seine-Saint-Denis Habitat qui vont venir vous faire un retour d'expérience sur un projet de pilotage et enfin, plutôt de digitalisation des outils de suivi de la performance énergétique. Un client Citron, on en est fier. Ensuite, à 15h15, vous allez avoir, non, il est chargé le programme cette année. 15h15, vous avez la société Voltalis qui va venir nous parler de simplifier le chauffage avec l'optimisation sans douleur du triptyque coût, confort important et carbone. Je pense qu'ils vont aussi vous parler d'effacement et de flexibilité. À 16h15, vous allez avoir Wattsense et RG2I qui vont venir vous parler de GTB et d'IoT, la simplicité au service de l'efficacité énergétique. Et enfin, vous avez la FEDEN et la société IDEX qui vont venir vous parler de simplifier le financement, cette fois-ci, de cette transition énergétique. Voilà, sans plus attendre, alors oui, ici, un dernier point, vous pouvez aller voir le LinkedIn de Citron. Vous avez toute une série de posts qui ont été postés pour pouvoir vous inscrire. Alors déjà, pour suivre Citron, c'est important, mais aussi pour pouvoir vous inscrire aux différents webinaires qui ont lieu aujourd'hui, qui ont tous comme objectif commun de vous simplifier la vie et de vous simplifier la transition énergétique. Madeleine, est-ce que tu es prête à écouter et surtout à répondre aux questions des internautes? Je suis prête. Alors, une première question qui est plutôt une affirmation. Alors, je les découvre en même temps que toi, hein. D'Emeric. Bonjour. Bonjour, Emeric. Pour le décret tertiaire, la sanction prévue pour une non-application du décret est prévue pardon, pour une non-application du décret, mais pas sur l'atteinte des objectifs, il me semble. Alors, comme c'est pas de Bax, mais décret tertiaire, si tu le veux bien, Madeleine, je vais répondre. Si, alors, le décret BAX, le décret tertiaire, pardon, c'est une obligation de résultat. Donc, le simple fait de ne pas atteindre les ambitions du décret tertiaire, donc 40% ou un objectif en valeur absolue, ou de déclarer ses consommations énergétiques chaque année, c'est se mettre en risque et c'est risquer du coup d'avoir les différentes sanctions. Donc, si, attention, le fait de ne pas atteindre les objectifs vous met en danger des trois sanctions qui ont été citées tout à l'heure par Madeleine, à savoir 7 500 euros d'amende par propriétaire et par locataire sur un bâtiment, une mauvaise notation éco-énergie tertiaire, ce qui a un impact significatif sur sa commercialisation et donc sur la valorisation de l'actif. Et enfin, le fameux name and shame qui est en préparation par l'ADEME, par Operat, où là, l'idée, ça va être de dénoncer les entreprises qui n'ont pas respecté leurs obligations réglementaires. Ensuite, on a une question.
qui est pour Madeleine, et j'essaierai d'aider si c'est un peu trop technique. Alors, le calcul du temps de retour sur investissement se fait-il système par système ou se fait-il pour tous les systèmes à la fois? Dans le cas d'un TRI supérieur à 10 ans, faudra-t-il refaire le calcul en enlevant système par système jusqu'à atteindre un TRI inférieur à 10 ans? Alors, c'est une bonne question et c'est d'ailleurs une question qu'on traite dans la FAQ qu'on prévoit de publier. On a donc, je parle uniquement pour les bâtiments existants hein, parce que je pense que c'est ce qui nous intéresse le plus. On a l'obligation d'effectuer le tri d'une part sur le système qui fait que le bâtiment est assujetti, donc soit le système chaud, soit le système froid. Si le TRI est strictement plus grand que 10 ans pour ces usages-là, on n'assujettit pas du tout le bâtiment au décret Bax. Et si le tri est inférieur à 10 ans, dans ce cas-là, on regarde ensuite système technique par système technique le résultat du TRI. C'est ça. Un BAX, donc un SME plus un système de pilotage, c'est effectivement composé d'une quinzaine, une vingtaine en fonction du bâtiment de composants. C'est-à-dire que vous allez avoir un composant qui va suivre une consommation, un autre qui va piloter un système, un autre composant qui va piloter encore un système. Donc en fait, un BAX peut mettre des millions et des millions d'euros dans un BAX pour faire un truc super poussé. Donc en fait, si on regarde ça dans son ensemble, bon, c'est très facile de dire que ça dépasse que ça a un temps de retour sur investissement très long. Par contre, si on regarde système par système, effectivement, là, on va avoir des retours sur investissement qui vont très vite chuter. Et donc, en fait, finalement, il y a toujours un BAX dont le TRI est inférieur à 10 ans. Il faut juste savoir quel est le BAX dont le TRI est inférieur à 10 ans. Et pour pouvoir le faire, il faut mettre en place ce qu'on appelle un audit BAX, ou alors un plan de comptage, plan de pilotage. Mes équipes sont évidemment à votre disposition pour vous proposer ce type de prestation. Ensuite, une question d'Alexis. Je pense que le chiffre de 15% de bâtiments, alors oui, c'est un avis. Je pense que le chiffre de 15% de bâtiments équipés de BAX et 80% pour les gros bâtiments indiqués par le GIMELEC indique des bâtiments équipés en système de GTB, mais pas en conforme au décret BAX. Je pense que c'est tout à fait vrai. On fait avec les données qu'on a, c'est ça, Madeleine? En tout cas, c'est le taux d'équipement en BAX en 2024, enfin, d'après le GIMELEC. Ouais, c'est ça. Donc effectivement, vous avez raison, Alexis. C'est pas le décret BAX. Pour être conforme au décret BAX, il faut avoir un BAX plus un SME. Et donc là, on a uniquement que les chiffres des entreprises équipées d'un BAX. Après, le SME était énormément déployé dans le cadre du décret tertiaire. Donc on peut quand même s'attendre à ce que les personnes qui ont déjà un BAX aient aussi un SME. Mais effectivement, c'est pas ce qui est dit dans la réglementation. Ensuite, la question suivante, est-il suffisant d'avoir un BAX de classe C conforme à la norme NF 50 120? Je me semblait que c'était 52 120, mais peut-être que C'est je me trompe. 52 120, oui. 52 120, d'accord, pour être conforme au décret BAX. Sinon, que faut-il faire en plus? Alors ça, c'est aussi une très bonne question et quelque chose qu'on essaye de reprendre donc dans la FAQ à venir. Donc sur la plupart des fonctions, un BAX de classe C suffit. Sachant que il y a certaines fonctions pour lesquelles la classe C n'existe pas et donc où une classe supérieure est demandée. Cependant, il y a effectivement certaines fonctions aussi qui demandent une classe supérieure que la classe C. On essaye de clarifier tout ça et de vous le partager le plus rapidement possible, mais à ce stade-là, je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail de tout ce que demande la norme et de toutes les fonctions qui sont décrites. Je vais juste ajouter quelque chose, puisque je pense que la question n'était pas forcément que sur la partie BAX, mais Mhm. plutôt pour le décret BAX. Et il y a quelque chose à faire en plus pour pouvoir être conforme à la réglementation du BAX de classe C. C'est tout simplement d'avoir un système de management de l'énergie qui va avoir un certain nombre de fonctionnalités, comme le partage de l'information avec l'exploitant, un certain nombre de sous-comptages, etc., etc. Donc, il faut quand même bien avoir en tête qu'une conformité décret BAX, c'est un système de pilotage, ce qu'on appelle un système BAX, effectivement avec la norme 52 120, avec au minimum une classe C, et parfois le minimum augmente un petit peu puisque la classe C n'existe pas, plus un système de management de l'énergie avec un certain nombre de fonctionnalités dédiées qui permettent de répondre à la réglementation. Je continue avec une autre question d'un spectateur anonyme. Comment peut-on atteindre une classe C, voire une classe B ou A sur le système ECS avec toutes les contraintes liées au risque de légionellose?
Alors là, c'est une question vraiment très 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 précise. Je vous avoue que je vais pas avoir la réponse sous les yeux maintenant. Je pense que le mieux, c'est de s'en référer à des bureaux d'études pour qui c'est le métier d'installer des bacs. Ou Et, et, oui. et du coup, pour apporter un début de réponse, les risques liés à la, 1, 2, 3, pardon, la légionellose, c'est pas facile à dire, ils sont liés à la température de l'eau. Donc, plus on va être capable de déployer des systèmes de GTB et plus on va être capable de déployer des objets connectés dans le bâtiment, mieux on va maîtriser la température dans les réseaux et du coup prévenir ces risques de légionellose. On va être, par exemple, en mesure de pouvoir se mettre des alertes sur les températures réseau pour que si ça dépasse ou si, enfin, si la température sort des standards, on soit alerté. Par contre, je ne vois pas trop de contre-indications comme ça, mais on va demander à notre directeur technique de faire un article sur le sujet si la question se pose de manière plus importante. Faut-il avoir une GTB, un poste de supervision pour être conforme au décret BAX? Bah, de mon point de vue, c'est vraiment tout le cœur du décret. Le BACS, il doit permettre de superviser et de pouvoir avoir accès à ces données de consommation. Donc, un poste de supervision, oui, c'est très important d'en installer un. Et aussi, donc, de pouvoir piloter ces systèmes. Donc, c'est les deux qui Le font cœur qu'on du est sujet, conforme au ouais. décret, ouais. Tiens, une nouvelle question d'Emeric. Quel texte devons-nous appliquer, la directive de l'Union européenne ou le décret BAX? C'est le décret BACS. Après, appliquer le décret BACS revient à appliquer la directive européenne puisque c'est globalement la même chose. Mais en France, on applique la réglementation française, donc c'est le décret. Et la directive européenne n'avait pour intérêt que d'indiquer aux différents pays de l'Union comment, enfin, le cadre dans lequel ils devaient créer leur propre réglementation. Donc la réglementation de l'Union européenne n'a aucune vocation à être interprétée directement par les utilisateurs, si je puis dire, mais au contraire, plutôt par les législateurs, par l'administration pour préparer justement les arrêtés qui vont permettre et les décrets qui vont permettre une mise en application. Une question spécifique pour les data centers, Madeleine. Est-ce que les data centers sont également assujettis à ce décret VAX? Eh bien, si ils ont un système de chauffage ou un système de climatisation dont la puissance est supérieure à 290 kWh, euh, il n'y a rien qui exempte spécifiquement les data centers, à moins que le calcul du TRI soit supérieur à 10 ans. Et C'est les comme data pour, centers et... Pardon, vas-y. oui, c'est comme pour le décret tertiaire, les data centers sont aussi assujettis au même titre que les autres. Et les data centers étant des bâtiments très équipés en système de climatisation, il est fort à parier que tous les data centers, alors peut-être modulo la puissance installée, mais soient assujettis. L'Université de La Réunion nous pose une question. L'interprétation des niveaux de contrôle et commande des équipements étant possible, est-ce qu'il y aura ou il y est, oula, enfin, est-ce qu'il y aura ou qu'il y aura des bureaux de contrôle qui pourraient valider le niveau BAX atteint A, B, C, D? Ah oui, alors je vais essayer de reformuler la question parce qu'elle est pas évidente à. Est-ce qu'il y a des bureaux de contrôle qui peuvent mettre un tampon pour dire vous êtes niveau A, niveau B, niveau C, niveau D? Il me semble que la classe, elle est garantie par le constructeur. Je ne veux pas dire une bêtise, mais en tout cas, je ne sais pas si les bureaux de contrôle, leur rôle est de certifier la classe. En tout cas, les bureaux de contrôle sont là pour vous aider à avoir une bonne gestion du BAX et un bon paramétrage. Et un bureau d'études comme Citron peut tout à fait, dans le cadre de son audit BAX, venir vous dire ce que vous avez aujourd'hui d'équipé, classe par, enfin, système par système, et donner une classe système par système, et vous donner les possibilités permises par le bâtiment et pour pouvoir installer une GTB adaptée à la réglementation en vous disant équipement par équipement le niveau de la classe. Ensuite, une question d'un spectateur anonyme. Quelle granularité prendre pour le suivi énergétique? Dans quel détail aller? Exemple, sur un bâtiment de bureau avec plusieurs niveaux de bureaux, un niveau RIE, peut-on considérer tous les niveaux de bureau comme étant une seule zone fonctionnelle? Ou bien chaque niveau constitue-t-il une zone fonctionnelle? Ça, c'est vraiment une question d'interprétation. La définition de la zone fonctionnelle, c'est vraiment lié à la nature de l'activité qui est exercée dans les locaux. Donc, vous pouvez avoir
deux niveaux de bureau qui sont considérés comme étant une même zone fonctionnelle si jamais on y retrouve les mêmes horaires d'ouverture et les mêmes activités. Toutefois, si jamais on a un niveau de bureau qui a une amplitude horaire beaucoup plus importante qu'un autre, alors dans ce cas-là, il faudra le considérer comme deux zones fonctionnelles différentes. Donc c'est vraiment à l'appréciation de chacun et c'est un petit peu compliqué comme notion, je suis d'accord, mais il faut faire en bonne intelligence la définition de ces zones fonctionnelles-là parce que c'est celles-là qui vont vous permettre d'avoir un contrôle de l'énergie qui soit optimisé. On parle dans ces cas-là d'usage énergétique significatif. Donc effectivement, la typologie d'usage bureau versus RIE, là, c'est un premier split qui est obligatoire. Après, si les bureaux sont utilisés de la même manière, on peut considérer du coup que tout votre bâtiment, toute la partie bureau, c'est une seule zone fonctionnelle. Par contre, effectivement, s'il y a des grosses modulations d'usage, comme l'exemple des horaires d'utilisation, il faudra le séparer en deux. Sur la granularité à prendre pour le suivi énergétique, l'obligation, c'est de conserver ces données au pas mensuel pendant 5 ans. Et je me Ouais. demande s'il n'y a pas plus précis à faire au-delà de la conservation. Je suis en train de me tourner vers mes antisèches, mais non, ils me disent que non. Donc je continue sur la question suivante. Bonjour, le guide de la DHUP de 2023 fait référence à la norme NF ISO 52120 dont on a parlé tout à l'heure, précisant qu'une GTB de classe C est réputée conforme au décret BAX, alors que les articles du CCH, je ne sais pas de quoi il s'agit, ne parle pas de la norme. Cette phrase amène un flou sur l'interprétation du décret. Votre avis sur ce point? Donc le CCH, c'est le Code de la construction et de l'habitation. C'est là où on a rangé le décret Bax. D'accord. Effectivement, en fait, c'est pas une norme qui est d'application obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est de respecter les fonctions qui sont définies dans le décret Bax. Par contre, en fait, ces fonctions-là, elles peuvent être difficiles à analyser pour quelqu'un qui veut installer un Bax et ça peut être un peu compliqué de s'y retrouver, puisque c'est des fonctions qu'on a directement repris de la directive européenne. Pour essayer de clarifier un petit peu ce qui est attendu, on a rajouté cette phrase-là qui fait référence à la norme 5220, qui précise donc qu'une classe C, globalement, répond aux exigences du décret. Après, c'est une indication, mais ce qu'il faut vraiment respecter, c'est les fonctionnalités qui sont décrites par le décret. Merci beaucoup. Question suivante. Le guide d'application de la DHUP indique que les bacs de classe C, selon la norme, sont réputés répondre à l'ensemble des exigences réglementaires. Je pense qu'on vient de répondre à la Ouais. question que la précédente. Donc, je me passe tout de suite à la suivante. Bonjour, je me permets de poster ici. Le chat est désactivé. Alors, attendez, je lis avant de lire à vote. Nouvelle question. Ah si, je le lis. Un grand merci pour cette présentation qui est très claire. Pour encore plus de pédagogie et d'explications précises sur le décret BAX, il ne faut pas hésiter à télécharger les outils qui sont mis à la disposition, dont on parlait tout à l'heure par Madeleine. D'ailleurs, vous les retrouverez aussi sur les sites de Citron. Ensuite, quelle est la méthode de calcul du TRI lorsque les données de consommation des systèmes techniques ne sont pas disponibles? Euh, alors c'est une bonne question. Je pense Alors, que vous pouvez passer. Enfin, je suis étonnée de voir que c'est possible qu'on n'ait pas à disposition nos données de consommation, mais vous pouvez aussi passer par une étude thermique, je pense. oui, alors et puis là, il faut même les données de coût, au-delà des données de consommation, et ça, logiquement, si vous êtes en conforme avec la réglementation, vous avez des factures. Le calcul du TRI, pour en parler plus spécifiquement, je vous invite, si le sujet est important pour vous, je vous invite vraiment à vous connecter à 11 heures sur le webinaire fait en partenariat avec l'AFNOR, qui a édité la norme liée au dossier technique de modulation. On va justement parler du calcul du TRI dans le cadre des modulations économiques, mais du coup, c'est le même calcul. Question suivante, ça va être, on va peut-être réussir à en prendre encore deux ou trois. On répondra à toutes les autres questions à travers le site de Citron. Quel est le lien, ouais, elle est facile celle-là alors. Quel est le lien entre Bax et GTB?
Alors, un BAX et un système GTB, pour le coup, c'est globalement la même chose. Après, un BAX et un système de GTB, c'est donc composé de l'automatisation et de la régulation des bâtiments d'une part, donc un BAC sans S, et d'une gestion technique du bâtiment qui permet de piloter. Voilà. Merci beaucoup. Et donc, pour répondre au décret BAX, il faut déployer Ouais. un BAX, donc un système de pilotage qui pourrait être une GTB ou qui pourrait être autre chose, plus un système de management de l'énergie. Question suivante, et je pense que ça va malheureusement être la dernière, mais on conservera toutes les autres questions qui ont été posées. Elles sont nombreuses et on en fera des articles sur Citron pour pouvoir vous permettre d'avoir toutes les réponses. Voilà, je vous en donne deux parce qu'elles sont rapides. La FAQ sera publiée sur quel site, Madeleine? RTRE. Et Citron. Et dernière question, parfois en tant que professionnel, nous nous retrouvons avec des questions sur l'interprétation du décret BAX. Existe-t-il une possibilité de poser la question à un organisme officiel? Euh, Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, vous avez le formulaire de contact sur le site RTRE. Et ensuite, vous pouvez contacter les services déconcentrés ou l'administration centrale. Enfin, il vaut mieux passer par ce formulaire en tout cas pour que votre question soit redirigée vers les bonnes personnes. Et on est moins officiel, mais on est sympa aussi. N'hésitez pas à poser vos questions aux équipes de Citron. C'est des experts en efficacité énergétique, en automatisme. Ils se feront un plaisir d'essayer de vous aider. Voilà, on arrive au bout de cette première édition. Je vous remercie beaucoup à tous de nous avoir suivis. On était près d'une centaine ce matin, ce qui est assez rare pour un sujet d'introduction. Madeleine, je pense que tu as attiré beaucoup de monde ce matin. Les gens étaient ravis de t'entendre. En tout cas, nous, chez Citron, on était ravis de t'avoir. Je vous souhaite à tous une bonne journée sur le thème de la transition énergétique et sur le fait de simplifier ce qui est compliqué dans ce cadre-là. Rendez-vous sur le site LinkedIn de Citron où vous aurez à disposition tout le programme et les possibilités de s'inscrire aux différents événements de la journée. Merci Madeleine, merci à tous et je vous souhaite une très bonne journée à vous tous. Merci beaucoup. Au revoir.